Vu du ciel, le spectacle est époustouflant. Une mosaïque étincelante composée d'anciens marais salants où sont élevées désormais les fameuses huîtres du bassin Marraine-Oléron. Un paysage hors du commun en perpétuel mouvement où les eaux du large et les eaux de la terre s'unissent pour célébrer l'incessant travail des hommes qui ont façonné ce territoire. Aujourd'hui, je vous invite à partir en exploration en Charente-Maritime le long de la Seudre. C'est le plus petit fleuve de France, à peine 70 km, mais c'est sans aucun doute l'un des plus étonnants. La promesse d'images enivrantes et de rencontres avec de fortes personnalités. Cap sur la Seudre, une histoire d'eau. C'est un cours d'eau pour le moins singulier. Avant de se jeter dans l'océan au sud de l'île d'Oléron, la Seudre s'épanouit sur 20 km dans un estuaire à la physionomie surprenante. On dirait un squelette de poisson, avec au centre la grande arête, le fleuve lui-même, et de chaque côté une multitude de chenaux. 8600 hectares de marais salés. Un jardin sur l'eau cultivé par des paysans de la mer. Le meilleur moyen pour connaître le fleuve, c'est bien sûr d'y naviguer. Nous voici à bord de l'Espiègle avec à sa barre un personnage, Téteille, un enfant du pays né à la Tremblade, ancien ostréiculteur et marin-pêcheur. Est-ce que tu te souviens, Téteille, de l'âge que tu avais la première fois que tu as navigué? Oui, je me rappelle très bien. J'avais 5-6 ans avec mon grand-père, pendant les vacances. Et puis après, ils ont péri en mer, donc j'avais 10 ans. Et après, j'ai navigué après le certificat d'études. J'ai embauché à 14 ans et 6 mois chez un ostréiculteur et j'y suis resté jusqu'à 35 ans. Ça a toujours été un plaisir, de toute façon, de naviguer. J'ai toujours aimé ça. Hein. Même tout gamin, déjà à 7 ans, on savait goudiller, nous. Ah ouais, à 7 ans, on goudillait, on prenait les pinasses, on faisait la course. On se roulait dans la vase et hop, on retraversait. Si, c'est vrai. Aujourd'hui, un touriste qui vient, ça l'effraie, il a peur de se salir et tout. Vous, non? Non, elle est nourricière, cette vase. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui permet aux huîtres de pousser. Tous les oligo-éléments à l'intérieur et nourrissent de ça, quoi, du plancton. L'Espiègle, le bateau sur lequel nous naviguons, est en fait un rescapé. Téteille et ses amis ont passé plus de 5000 heures pour restaurer ce sloop construit il y a 80 ans, laissé à l'abandon dans un terrain vague sur un chantier naval. Faible tirant d'eau, fond plat pour pouvoir s'échouer sur les fonds vaseux, c'était le navire utilisé par les ostréiculteurs. Si on te propose de naviguer dans des eaux bleues turquoises à côté de Tahiti ou ici sur la Seudre, tu choisis quoi? Non, moi je choisis chez moi, c'est bien. D'abord je suis en vacances toute l'année, moi, chez moi. Pourquoi tu gères ailleurs? C'est vraiment la sensation que tu as? Ah bah tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui te fait sentir ça? J'ai pas trop les moyens de prendre des vacances, mais si j'avais, moi je m'en irais pas. Même, ma femme est partie en Corse, elle est partie toute seule, moi je suis resté là. T'es attaché à ce point-là, à cet endroit? Oui, puis moi s'il y a 2 jours, s'il y a 48 heures je viens pas sur l'eau, je suis malade. Alors c'est pas la peine, je reste là, je suis bien. C'est vital. Ouais. C'est un peu original, mais c'est comme ça. Au cœur du maîtrise la vie du matelot. On y mange des briques, on y voit que de l'eau. Les paysages autour de nous racontent l'une des périodes les plus prospères de ce territoire, celle de l'or blanc.
À partir du Moyen-Âge, la Saintonge et l'Aunis furent en effet le plus important centre de production de sel en France. Toute l'Europe venait jusqu'ici pour s'approvisionner. Mais à partir du XVIIe siècle, l'activité devenant de moins en moins rentable, les marais salants furent laissés à l'abandon. Et c'est l'ostréiculture qui a sauvé la région. Les anciens salins sont convertis en bassins d'élevage et d'affinage. Les spéciales et les fines de Clère ont fait la réputation de l'appellation marraine Oléron. Mais il existe un autre type d'huître, beaucoup plus rare, connu des seuls initiés, la pousse en clair. La pousse en clair, c'est quoi le principe? C'est des huîtres qui vont passer 4 mois, minimum 4 mois, à 2 au mètre carré, donc ça fait vraiment pas beaucoup d'huîtres en clair, dans des clairs qu'on entretient exprès pour. On va sélectionner des huîtres bien rondes au départ, des petites huîtres qu'on va sélectionner pour faire spécifiquement de la pousse en clair. Alors quel est l'intérêt d'en mettre si peu au mètre carré, entre 2 et 5 maximum? Pour qu'elles se gavent, qu'elles se gorgent du phytoplancton qu'elles aient à manger. Chacune a beaucoup de nourriture, Voilà, en c'est quelque ça. sorte. Et du coup ça fait des choses, des huîtres très très grasses. Bon, t'as des conseils à me donner avant de descendre? Vriller le pied, le talon, quand tu décolles le pied. Vriller le pied. Ouais, autrement la botte reste dans la vase. Ça serait idiot. Bon, allez, Et ça glisse aussi dans la ponce. ça glisse aussi, d'accord. Ah oui, oui, on s'enfonce Ah bien. bah oui. Ah oui, d'accord, effectivement, ça colle bien au fond. Ah bah j'ai laissé, Et voilà. j'ai laissé la botte. Donc là c'est marche arrière, ouais, heureusement qu'elle a... C'est là, je comprends, c'est un vrai savoir-faire de se déplacer dans cet endroit, quoi. C'est une technique. En quoi ça consiste alors le travail, là, aujourd'hui, dans cette claire? Là on ramasse on pêche les huîtres qu'on a semées, qu'on a éparées il y a 8 mois. Et donc elles sont un peu en tas, il faut les récolter comment? Montre-moi. Et bon, on vient passer tout simplement en dessous. On enlève le surplus de base et puis et on essaye de ne pas en laisser. Dis donc, pour avoir une idée du rendement sur une claire comme celle-ci, tu fais à peu près combien d'huîtres? Là on a dû mettre, on va sortir 80-100 kg d'huîtres. Donc ça fait à peu près 80-100 douzaines de 3. Pas plus. Non, ah bah non, c'est tout le... faut vraiment qu'elle puisse se gaver de phyto. Ah là là, le spectacle, rien qu'à la regarder. Donc là, on comprend beaucoup de chair, charnue. Voilà, très très charnu, couleur ivoire spécifique du manteau, très très charnu. Merci. Et là on a vraiment un goût spécifique de la pousse en clair. C'est incroyable. C'est la première fois que j'en mange, c'est extraordinaire. Ah non, mais vraiment, quoi. Hein. On est dans la douceur, on sent un peu les notes légèrement sucrées noisettes. Ah, Ça, ouais, c'est tout à le fait. muscle, hein, ça. Hein. C'est ça. Je vais dire un truc, Thibaut, c'est la première fois que je mange d'abord cette huître, mais en plus, là, les pieds dans la vase, dans son lieu de production, ça lui donne encore un goût supérieur. Merci, et on chine. Allez. Dans l'estuaire de la Seudre, les hommes ont dû sans cesse s'adapter aux changements imposés par la nature elle-même. Mais pour saisir les opportunités offertes par cet étrange environnement, il aura fallu de l'imagination, comme ici, au Moulin des Loges. Si nous étions venus ici il y a un peu plus de 1000 ans, Anne-Christine, qu'est-ce qu'on aurait vu autour de nous? Alors déjà, il aurait fallu avoir une bouée parce qu'on aurait été en pleine mer. Hein. Donc là, il y avait de l'eau, de l'eau et de l'eau. Bien sûr, de l'eau de mer, hein, la mer venait jusque-là. Et puis bon, après ça, il y a eu un envasement naturel du site et donc la mer a reculé petit à petit au fil non pas des années, hein, mais des siècles. Et donc au XIIe siècle, ici, on était en bord de mer. Il y avait de tout temps. Sur les terres hautes là, hein, qu'on a pu voir tout autour du moulin, on avait de toute façon une culture de céréales. Il faut bien se rappeler quand même qu'à l'époque, on mangeait plus d'1 kilo de pain par jour et par personne. C'était vraiment l'alimentation de base. Donc il fallait pouvoir utiliser ces céréales et surtout les moudre pour faire de la farine.
À l'époque, on n'avait pas encore les moulins à vent. Les moulins à vent ne sont apparus que deuxième moitié du XIVe siècle. Et on avait quelle énergie? L'énergie de l'eau. Mais ici, nous, on n'a pas de rivière. Donc, on s'est servi de l'énergie de la marée. Le moulin des Loges est l'un des derniers survivants des moulins à marée. On en comptait plus de 1600 sur l'arc atlantique. Après avoir rempli le bassin à marée haute, on attend la marée basse pour ouvrir la vanne et lancer la roue. Ça va durer combien de temps à peu près? Alors attention, il faut faire la différence entre aujourd'hui et à l'époque, bien sûr. Aujourd'hui, ça va durer une demi-heure, 40 minutes. Mais à l'époque, on était en bord de mer. Donc les marées, on pouvait les exploiter beaucoup plus longtemps. On sent que tu prends du plaisir à faire démarrer la roue parce que en fait tu lances un processus. Ah bah oui, complètement. Il y a la roue qui se met à tourner, son axe va entraîner tous les autres engrenages et on arrive ici. Le blé qu'on a péniblement monté, à l'époque il arrivait au pied du moulin par le petit ruisseau, mais donc on arrive, on le verse ici dans la trémie. De là, il va descendre par la goulotte ici. Attention à toi, ça va... Voilà. Là, tu as tout le processus. La roue tourne. Alors attention, c'est la meule du dessus qui tourne uniquement. La meule du dessous est fixe, on l'appelle la dormante. Et là, on écrase vraiment le blé. Parfois, si la marée n'est pas suffisante, il faut pousser. Il y a des fois, il peut tourner 3 quarts d'heure. D'autres fois, il tournera qu'un quart d'heure. On est vraiment tributaire de la marée, mais de la nature aussi. Et ça nous rend un petit peu humbles par rapport à toutes les technologies qu'on a autour de nous. C'était le développement durable et l'écologie avant l'heure, puisqu'on utilise l'énergie naturelle de l'eau. Et puis bon, tout le marais en fait regorge de ressources naturelles là encore. La nature est vraiment prodigue. Elle nous fournit à la fois donc des plantes comme la soude là, qui permettait de laver le linge à l'époque, ou l'aubione qui là est une plante comestible, ou alors encore, là, regarde, il y en a plein par ici, de la moutarde. Alors la moutarde, oui, la moutarde noire du marais. Regarde, tu choisis une jeune feuille, là, bien toute bien neuve, et vas-y, croque dedans, tu vas voir. Est-ce que ça a le goût de moutarde? Ah oui, ça arrive derrière. Ah oui, puis c'est costaud. Voilà, ça tu le cisèles dans la salade, c'est extraordinaire. Donc un petit peu d'aubione, etc. Tu as de l'ail dans le marais, tu as des poireaux dans le marais, tu as tout ce que tu veux. Et les anciens, eux, savaient utiliser la nature sans en abuser, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui. Plus nous remontons le fleuve, plus son apparence évolue. Après Saujon, qui marque la frontière entre eau saumâtre et eau douce, la Seudre présente un tout autre visage, plus tranquille. On est loin de l'estuaire, des marais, et pourtant il serait faux de croire que ces deux parties sont déconnectées l'une de l'autre. La gestion de l'eau est un enjeu essentiel pour toutes les activités, qu'il s'agisse des ostréiculteurs ou des agriculteurs, comme Benoît. En rachetant cette exploitation jadis dédiée à la maïsiculture intensive, cet ingénieur, désireux d'explorer d'autres logiques, a surpris tout le monde en faisant un choix radical, ne plus jamais pomper l'eau pour arroser ses champs. La parade que j'ai choisie à l'usage de l'eau d'irrigation, c'est la plantation d'arbres dans un système qu'on appelle agroforestier, qui consiste donc à associer des arbres avec des cultures de plein champ cultivées entre des alignements d'arbres. Alors c'est quoi l'intérêt de planter des arbres, par exemple, comme celui-ci au milieu de la culture? Eh bien, l'intérêt des arbres, c'est que c'est vraiment la porte d'entrée de plein de logiques agronomiques, au premier rang desquelles la problématique de l'eau. Tous les 28 mètres, quand l'eau est en excès, on a un système racinaire d'arbres qui permet de conduire l'eau vers la nappe phréatique, donc quand l'eau est en excès. Et à l'inverse, quand l'eau manque en été, on a une logique par le système racinaire de ces arbres qui fait remonter l'eau à la surface et qui permet d'irriguer les bandes cultivées entre les arbres. Le projet de Benoît est pensé dans sa globalité. Non seulement il n'assèche plus les cours d'eau, mais en associant plusieurs cultures dans le même champ, ici du seigle et des lentilles, il a cessé totalement d'utiliser les produits chimiques.
Les deux plantes vont pousser ensemble et quand je vais venir avec ma moissonneuse-batteuse, je vais récolter les 2 graines et donc je vais avoir une productivité hectare très élevée parce que je cumule la récolte de deux espèces en même temps. C'est un petit peu le principe de ce qu'on appelle la permaculture. Oui, c'est une forme de permaculture, sauf que c'est à grande échelle, mais c'est effectivement exactement le même concept, mais qu'on peut aussi appeler agronomie ou qu'on appelait hier le bon sens paysan. En vérité, j'ai rien inventé, quoi. C'est-à-dire que l'arbre, pour toi, ça a toujours été un compagnon de l'agriculteur. Bien sûr que l'arbre a toujours été un compagnon de l'agriculteur. On a abandonné l'arbre parce qu'on a cru qu'on pouvait s'en passer avec l'arrivée de la mécanisation et des substances de synthèse et des semences certifiées. Et là, ce modèle-là est en train de toucher le fond. Hein. On commence à avoir des baisses de productivité et on se rend compte que ceux qui ont réadopté l'arbre comme partenaire continuent de progresser sur des logiques qui sont extrêmement encourageantes pour demain. Pour mieux comprendre sa philosophie, Benoît nous a emmenés dans son endroit préféré, la tour de Brou qui domine les fameux marais. C'est un paysage qui raconte une histoire qui te tient à cœur. Hein. Dans cet endroit-là, on comprend au fil de l'eau le cheminement justement de cette ressource, de ce fluide magique et surtout vital, l'importance de cette zone-là. C'est-à-dire qu'on vient de la plaine où on utilise beaucoup d'eau, où on peut aussi beaucoup la polluer avec des pesticides, des nitrates. Et on a de l'autre côté, en mer, des ostréiculteurs, des pêcheurs qui ont besoin d'une ressource parfaitement propre, de bonne qualité, en quantité suffisante. Et pour réussir cette gageure de connexion entre ces deux territoires, ces deux zones de production, on a besoin de cette zone de marais qui stocke l'eau au début du printemps et surtout qui l'épure. C'est-à-dire qu'une masse d'eau stockée 48 heures sur une prairie humide efface à peu près 50% de ses pollutions. Donc c'est vraiment un endroit incontournable qu'il est nécessaire de préserver parce que c'est lui qui assure la continuité hydraulique, la continuité de la vie de l'eau et qui permet aux acteurs des activités primaires en mer de pouvoir développer des activités autour de la pêche et de l'ostréiculture. J'imagine qu'il y a certains soirs, tu viens là juste pour profiter du spectacle. Bien sûr. C'est le soir, à la tombée de la nuit, c'est un endroit magique, à la fois pour les yeux et pour les oreilles, parce que dans ce monde du silence, c'est la nature qui s'exprime. Et là, c'est chargé d'émotions. Ouais. Retour sur l'estuaire pour une ultime rencontre, au plus près du fleuve. Yann avait l'habitude de pratiquer le kayak de mer sur l'océan. Mais après avoir navigué un peu par hasard il y a 10 ans dans ces marais, il a décidé de s'installer ici. Aujourd'hui, il propose des découvertes de la Seudre et de ses mystères d'une façon plus intime, à fleur d'eau. Ben voilà Eric, tu vois, on est au port de Châtressac, sur la commune de Chaillevette. Donc on est en train de sortir du port, on est sur un chenal en fait, hein, et on va arriver dans pas très longtemps, comme tu vois, à la Seudre. On sent qu'on va changer un peu de... Je vais pas dire d'univers, mais on sent bien que devant, là, c'est autre chose, c'est pas le chenal, quoi. Ouais, tu vois, il y a du courant, on voit les chalands commencer à arriver, là. Ah ouais. Parce qu'en fait, ils reviennent on dit de la marée, quoi. Ils reviennent des parcs à huîtres qui sont entre l'île d'Oléron et le continent, en mer, dans ce qu'on appelle les pertuis. C'est les pertuis charentais. Donc tu vois, à chaque fois qu'il y a des chalands qui passent, ça fait toujours un peu de clapot, un peu de vagues. L'idée en kayak, c'est de toujours se mettre face aux vagues quand il y a des vagues qui nous arrivent dessus. J'ai vraiment la sensation que l'horizon s'élargit, quoi, ici. Ouais. Et tu vas voir, au fur et à mesure de notre balade, la marée va monter. Et donc l'eau va monter complètement sur les bords, comme c'est un grand coefficient. On dit que c'est une maline aujourd'hui ici, une grande marée.
Il y a même des copains ostréiculteurs que j'ai emmenés en kayak qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit Yann, c'est une sensation d'être au ras de l'eau comme ça. Tu es vraiment en contact avec le milieu, quoi. Avec les animaux, avec la végétation, avec la vase, tu peux la toucher. Et c'est vrai que c'est un contact avec le marais qui est particulier. C'est très doux et on prend le temps aussi de contempler ces jeux de lumière sur la vase. C'est vrai que c'est une atmosphère particulière ici. Elle change tout le temps. Quand tu as des marées basses, tu as des réverbérations sur la vase. Quand tu as les couchers de soleil, les couleurs évoluent complètement en fonction de l'heure de la marée, de ce qui est découvert, de ce qui est rempli d'eau. C'est jamais la même chose. Changement, c'est quand même le mot de cet endroit, quoi. C'est toujours en mouvement. C'est toujours en mouvement, même les vases d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut les travailler. C'est un travail de l'ostréiculteur qui est important. Il faut les clairs, les bassins d'affinage pour les huîtres, elles sont entretenues chaque année. On doit retravailler les bords. Il y a des termes locaux qu'on appelle douer. Douer, c'est refaire les bords d'une claire. Ça se fait au printemps. Parce que la marée abîme les bords et les clairs pourraient perdre leur étanchéité. Voyage dans l'espace, voyage dans le temps. Avec un peu d'imagination, on pourrait presque croire apercevoir les immenses navires qui, au Moyen-Âge, venaient d'Angleterre, de Hollande pour charger le sel, laissant sur place d'étranges souvenirs. Pour limiter l'érosion, à une époque, on utilisait des cailloux en fait. Et on mettait ces cailloux sur les bords de la Seudre ou des chenaux pour éviter que l'eau avec la marée gratte les bords et diminue l'espace. Donc on utilisait ces cailloux en fait qu'on appelle des pierres de lest. Pour lester les bateaux et éviter de tanguer quand ils étaient en mer, ils chargeaient des cailloux à l'intérieur. Et c'est pas des pierres qui viennent de l'Est, c'est des pierres qui servaient à lester les bateaux. On pourrait confondre. Elle a fait du voyage, celle-ci. Elle a fait du voyage. On ne sait pas d'où elle vient, mais quelques années. Elle n'est pas d'ici. Ouais. Tu vois, il y a cette particularité de pouvoir entendre le bruit que fait le marais, quoi. T'entends le petit clapot de l'eau, t'entends tout à l'heure les oiseaux. Si on prend le temps de vraiment se concentrer sur les sons qu'il y a autour de nous, c'est vraiment intéressant. Moi, je viens parfois le soir sur les bords de Seudre quand c'est les marées basses. Et quand tu as le coucher de soleil le soir sur les vasières, déjà tu as des couleurs assez particulières et tu as plein d'oiseaux sur les bords et ça chante. Ça chante, c'est magnifique. C'est vrai qu'on a envie, à un moment, juste d'écouter la qualité de silence qu'il y a autour de nous. Ouais. Tu vois, on y est presque là dans la claire en fait. Il faut s'imaginer qu'ici, il y avait des humains là, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y avait des humains en train de travailler. Donc c'est quand même émouvant de s'imaginer qu'il y a toute cette histoire derrière humaine qui est là, quoi. Une réplique de cabane de saunier et tout autour, ces bassins, ces clairs qui jouent avec la lumière, l'endroit idéal pour conclure ce voyage au fil de la Seudre. Je repars d'ici avec de belles images en mémoire, mais plus encore avec une certitude. Il y a toujours un petit quelque chose en plus dans ces territoires où l'eau joue les premiers rôles. L'eau qui matérialise ici un lien crucial, celui qui relie la terre à la mer, l'histoire à notre présent, l'homme à son environnement.